Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de votre émission Lire Ensemble, une émission qui reçoit aujourd'hui Yacouba Dao, professeur de l'enseignement secondaire. Monsieur Dao est titulaire d'un master en anglais obtenu à l'École normale supérieure en 2015. Auparavant, il avait décroché sa licence en anglais également en Algérie. Actuellement, il travaille à la CGIC, Clinique de gestion et d'innovation des connaissances. Dans ce numéro, il sera question de sa toute première publication, Les défis du mois. En attendant d'ouvrir le débat sur la question, découvrons son portrait dans ce grand format réalisé par Aïssata Traoré. Ne pas confiner sa capacité intellectuelle à l'obtention d'un diplôme est une pensée extrêmement importante pour notre écrivain du jour. Lui, c'est Yacouba Dao. Il est né en 1988 à Tandjo, dans le secteur de Yorosso, à Sikasso. Dao a eu à faire ses études en Côte d'Ivoire en passant par l'Algérie. Des parcours qui lui ont permis d'amasser des expériences de vie. Des expériences qui, selon l'auteur, peuvent servir à d'autres personnes. C'est ainsi qu'est née son ambition pour la rédaction de son ouvrage. Je me suis dit pourquoi ne pas en faire un livre, parce que je lisais déjà. Moi, j'ai lu beaucoup de livres des gens qui m'ont permis quand même de comprendre certaines choses. Donc pourquoi ne pas écrire aussi pour que d'autres aussi en profitent. Et souvent quand je dis dans certains documents, on nous apprend que lorsque vous apprenez quelque chose, il faut faire en sorte que les autres aussi le sachent. Parce que vous apprenez des autres. Mais d'autres aussi, vous êtes un individu, vous n'êtes pas pour vous seul, vous êtes aussi pour les autres. Donc tout savoir que vous avez, donc vous devez vraiment faire en sorte que vous partagez ça avec les autres. Donc tout ça, ça m'a amené à vraiment à mettre les choses ensemble. Et la chose aussi, que la technique que j'employais aussi, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est là, je prends la peine de l'écrire, même si c'est une page, et je garde ça. Une page, il y a un événement qui est là, donc vraiment je garde ça. Faire une parution de livres, surtout étant novice dans le domaine, n'est pas chose aisée, mais c'était sans compter avec l'optimisme et la persévérance de Yacouba, qui ne s'est pas résigné face aux obstacles. La difficulté que moi j'ai eue, c'est un peu la difficulté financière. Voilà. Mais si c'est sur le plan écriture, j'ai pas eu trop de problèmes sur ce plan-là. Mais on peut remédier à ça. Peut-être que si je m'attendais à ce que quelqu'un vienne me donner la facture qu'on m'avait donnée pour payer, peut-être qu'à l'heure là, le livre là ne serait pas sorti. Le peu que je gagne, j'ai fait un plan, donc chaque fois il faut garder ça, je vais donner ça. C'est-à-dire quand vous aimez seulement faire quelque chose, vous vous battez pour que vous l'atteigniez. Voilà. Donc ce qui a fait que j'ai passé par différentes maisons d'édition jusqu'à aller tomber sur une maison d'édition qui, comme on dit qui cherche trouve. Donc pour moi, quand vous aimez quelque chose et que vous pensez que ce que vous faites est bien, il ne faut pas abandonner. Souvent, il y a des choses qui peuvent prendre une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Après, ça va se réaliser. Défi du mois est un essai qui traite de façon générale des conditions humaines en mettant l'accent sur l'éveil de conscience des jeunes. Chaque combat, sur tous les fronts, que ce soit la recherche de l'argent, que ce soit la connaissance, que ce soit sur le plan de l'amour, tout en famille, tout c'est des questions de défis. Donc maintenant, ces questions-là qui sont là, qui doit les affronter? C'est l'individu lui-même. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on a pas mal de problèmes, c'est parce que nous rejetons tout ce qui nous arrive, la faute sur les autres. Or, nous sommes nous-mêmes responsables. D'autres personnes peuvent être responsables de ce qui t'arrive, mais quelle a été, vous, votre responsabilité pour soit arrêter ça ou bien pour améliorer? Donc, c'est la première des questions pour moi qu'il faut d'abord poser. Ce moi-là. Ce moi-là, ce n'est pas moi en tant que l'individu, ton aspect physique. Non, non, non. Tout ce que tu as au fond de toi. Parce qu'il y a un conflit interne entre nous, un conflit intérieur. On ne voit pas ça. Les autres ne voient pas ça, mais c'est vous seul qui voyez. Vous avez l'envie, vous détestez quelqu'un, vous voulez aimer ça, vous pouvez faire ça. Vous voyez quelqu'un d'un œil, façon, mais c'est vous seul qui le savez. Donc, pour ne pas aller sur un champ négatif, c'est à vous vraiment de combattre ça avec certaines astuces. Dans son ouvrage, l'auteur touche également du doigt les thèmes de l'amour et du pardon. Yacouba Dao a plusieurs cordes à son arc car il combine sans difficulté l'écriture et le journalisme. Bon, je peux dire que c'est lié. La radio aussi, c'est un canal pour vous sensibiliser. Parce que je peux prendre un thème de ce livre-là pour en faire une émission, comme je peux prendre un thème de ce livre aussi pour en faire un article et commenter. Voilà. Comme aussi, je peux faire une émission et après je l'écris et qui va être un livre dans les jours à venir aussi. Comme aussi, je peux prendre mes beaux articles qui sont un peu dans les journaux aussi, que je peux essayer de modifier, bien faire, qui vont être publiables en tant que livre dans les jours à venir. Donc pour moi, je dis que tout est un peu lié. C'est des idées, donc il faut les canaux pour pouvoir les partager.
Je vous invite à présent à la découverte du premier ouvrage de Yacouba Ndaou, Défi du mois avec Tchemoko Konati. Merci à vous, Aïssata Traoré, notre jeune portraitiste. Bonjour, M. Daou. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est gentil. Vous venez de suivre votre portrait avec Aïssata Traoré. Est-ce que vous vous y retrouvez? Si, je me retrouve entièrement dans le reportage. Ça touche également les questions qui m'ont été posées durant l'interview. Voilà, donc je pense que l'essentiel a été fait. Voilà. L'essentiel a été fait. L'ouvrage s'intitule Les défis du mois. Le premier chapitre y est consacré. Je, entre parenthèses, mois. Il ne s'agit pas de 30 jours ni de 31 jours, mais il s'agit de mois comme la première personne du singulier. Puisqu'il s'agit pour nous de lire ensemble, nous allons juste lire le tout premier paragraphe ensemble. Quand l'homme pense, c'est le moi qui prévaut avant toute chose. C'est normal que les moi prennent le dessus. Juste deux phrases. Pourquoi il est normal que les moi prennent le dessus? Il est normal que le moi prenne le dessus. Avant que vous ne fassiez du bien aux autres, c'est que d'abord vous avez des astuces pour faire ça aux autres personnes. Avant que vous me receviez sur ce plateau, vous avez pensé à des choses. Comment est-ce que l'émission va se faire? Est-ce que ça va réussir? Il faut que je pose des bonnes questions. Voilà. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça vous revient pour que l'émission réussisse. Dans ce jeu-là, ça vous revient. Avant que vous ne veniez vers moi. Donc, en tout coup, pour ne pas aller trop long, je pense que ça répond un peu à cette question. Dans cet ouvrage, vous évoquez plein de choses. Par exemple, l'un des thèmes importants, ça c'est la pensée. La pensée peut être considérée comme une croyance en Dieu. Vous exprimez ça dans cet ouvrage. Comment est-ce qu'on peut considérer ça comme une croyance en Dieu, la pensée? Dans le livre, on a dit que chacun de nous a une pensée. Est-ce que vous voyez? Et cette pensée, elle peut être liée un peu à une croissance religieuse ou à un autre domaine auquel vous croyez. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons sur Terre, tout relève d'abord de la pensée. Vous réfléchissez à quelque chose, vous pensez à quelque chose avant de mettre ça en action. Et quel est l'aspect qui met ça en action? C'est votre corps qui agit ensuite avec la motivation, toute la motivation qui va suivre. Maintenant, il y a de ces pensées-là que l'être humain en tant qu'un individu, vous avez. Ceux qui ont très vraiment à donner plus de force au matériel, leurs pensées vont se diriger vers ça. Ceux qui croient que vraiment il faut que leur force soit vraiment sur la religion, sur Dieu, leurs pensées vont se focaliser sur ça. Ceux aussi qui pensent que leur force doit se focaliser sur autre chose, leurs pensées aussi seront dirigées vers ça. Est-ce que vous voyez? Donc tout relève de ça, de ce que nous avons dans notre tête. Si ce n'est pas clair ici, il faut se dire que le reste ne sera pas clair. Voilà pourquoi il est important. Aujourd'hui, quand on voit un système éducatif, on va à l'école, on va à l'école. L'école, c'est autre chose, c'est d'aider les enfants pour qu'il y ait vraiment une bonne pensée, une meilleure façon de voir les choses. Si cela n'est pas là, ça veut dire que le résultat vraiment n'est pas atteint. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui prend un chemin, quelqu'un qui va voler, lui, il pense que le vol, c'est normal. Même si la société est contre ça, il pense que c'est ça ce qu'il faut faire parce que ça lui rapporte quelque chose. Donc, tout ce que nous faisons, ça revient de là. Donc, si ici c'est clair, voilà pourquoi il faut que les êtres humains, il ne faut pas les laisser comme ça dans la nature, comme je ne sais pas, je m'excuse du terme, comme des animaux. Tant que l'individu est là comme ça, souvent il a tendance à prendre le chemin qui lui semble facile. Or, tout ce qui est facile n'est pas forcément bon. Voilà pourquoi il faut éduquer. En découvrant le contenu de cet ouvrage, on a cette impression qu'il s'agit en quelque sorte d'une autobiographie. Je m'explique. Vous expliquez un peu votre parcours, le séjour que vous avez fait en Algérie, par exemple. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette partie-là? La chose que j'ai apprise là-bas, c'est un peu le sérieux. Ce n'est pas en fait pour chanter ou bien faire la promotion d'un pays quelconque. Mais là-bas, avec les études, je vous dis que si vous voulez étudier, vous allez étudier. Et la rigueur aussi, j'ai appris là-bas. Et l'organisation aussi, je l'ai appris là-bas. Et tout ça, pour moi, ce sont des enseignements avec lesquels vraiment, il faut travailler. Et je le dis, chaque fois que vous passez quelque part, c'est qu'il y a un enseignement qui est là, qu'il faut prendre. Si nous ne prenons pas cet enseignement-là, ça veut dire que nous n'avons pas conscience qu'il y a un enseignement qu'il faut prendre. Tout ce que vous faites. Je vais sortir de ce studio aujourd'hui, moi je vais sortir avec un enseignement.
Et vous aussi, vous allez apprendre quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui nous bloque à ne pas apprendre cet enseignement-là? Parce que souvent, quand vraiment la pensée négative, elle prime sur quand même cet enseignement-là, vous avez du mal à cerner, à dire voilà ce que je dois apprendre pour m'améliorer. Est-ce que ouais. Donc pour moi, c'est tout ça, vraiment, c'est cet aspect d'apprentissage quand même que j'ai appris lorsque j'étais au sud là-bas. C'est la raison pour laquelle vous évoquez, il y a un chapitre qui est consacré à cela, tout n'est pas mauvais. Tout peut ne pas être mauvais, mais vous avez quand même vécu des difficultés aussi. Oui, effectivement, mais de la difficulté, moi j'apprends des choses, c'est ça aussi le côté positif. Il ne faut pas que tout soit négatif devant moi. Dans la vie, il y a certaines situations que vous ne contrôlez pas. Il y a des choses qui ne vous contrôlent pas. Voilà pourquoi il y a des domaines de savoir qui parlent de ça. Vous avez votre champ de contrôle et votre champ que vous contrôlez. Focalisez-vous sur votre champ de contrôle. Ce que vous ne contrôlez pas, vous allez imaginer des astuces, comment vous allez vous en sortir. Est-ce que ouais. Donc c'est ce qui manque vraiment à beaucoup de personnes de nos jours. Moi je pense que notre champ de contrôle, nous pouvons le dominer du moins, mais ce que nous ne contrôlons pas, nous inventons maintenant des astuces, nous réfléchissons pour avoir des astuces. Si ça nous fait quelque chose de mal, nous allons inventer, imaginer des choses pour que nous sortions de ça. Est-ce que ouais. Donc il faut se dire que tout est... Autrement dit, quelles que soient les difficultés ou quelle que soit la difficulté, il faut positiviser les choses. Voilà, effectivement. Voilà. Apprenons à communiquer. Lors de la célébration du 8 mars, c'était en 2008, on va juste lire la partie ensemble. Apprenons à communiquer. Le 8 mars 2008, lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, avait dit en bambara dans son discours Baby Babolo, qui veut dire chacun pour soi. En voulant mettre en exergue l'importance et la bravoure de la femme, il avait prononcé des mots vrais, mais qui ne sied pas à un président et surtout en période de crise. Cela n'avait pas été bien perçu par la population. En période de crise alimentaire, le peuple malien attendait des actions concrètes des pouvoirs publics pour le soulager. En l'absence des mesures de soulagement, les paroles du président, chacun pour soi, étaient comprises comme un cri de désespoir, une défaite. Pourquoi vous avez fait allusion à ce discours du président de la République, Amadou Toumani Touré, à l'époque? Je vous félicite d'avoir choisi ce chapitre, c'est extrêmement important. Vous voyez aujourd'hui, tout ce que nous faisons, la communication, elle est extrêmement importante. Et quand on dit communication, ce n'est pas seulement le son que nous émettons. Est-ce que vous voyez? Même votre habit que vous portez, la façon dont votre visage est présenté. Est-ce que vous voyez? Donc tout ce décor-là, ce sont des moyens pour communiquer en fait. Avec l'événement dont vous parlez, nous étions dans une période de crise où tout le monde disait que ça n'allait pas. Et dans nos pays, quand ça ne va pas, le plus souvent on se dirige vers les autorités. On pense que les autorités sont à l'origine quand même de pas mal de problèmes. Donc il faut interpeller le président de la République. Et le président de la République aussi, lui aussi, en voulant quand même s'adresser à la population pour dire non, pour apaiser un peu les tensions et un peu mettre en exergue la bravoure de certaines personnes qui sont en train quand même de se battre pour que les choses puissent s'améliorer. Il a utilisé ces mots en disant Baby Babolo. C'est lui qui a laissé partir le message. Mais la personne qui a entendu le message, le récepteur, lui aussi, il comprend ça d'une autre manière. Est-ce que vous voyez? Comment est-ce que moi je suis en train de souffrir? Moi je pense que c'est vous qui allez être la solution à mon problème et vous me dites Baby Babolo. Mais on ne va pas comprendre, surtout en tant qu'un président de la République. Donc les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc l'idée du président de la République en son temps, ce n'était pas quand même de vexer la population, mais c'était pour montrer un peu la bravoure, surtout c'est le 8 mars, ce sont les femmes. C'est pour dire à quel point aussi les femmes sont en train de se battre quand même pour que les situations puissent être améliorées dans le pays. Selon moi, ce n'était pas le moment de le dire. Parce que souvent, il faut comprendre avec qui vous êtes en train de communiquer. Il faut comprendre, connaître son audience. Est-ce que vous voyez? Donc en comprenant ça aussi, il y a des mots aussi que vous n'allez pas faire sortir. Donc malheureusement, les gens l'ont mal compris. Et on a vu à la suite, il y a eu des communiqués à la télé pour vraiment expliquer. On a eu des grilles qui sont sortis pour expliquer que ce n'était pas l'intention du président de la République. En réalité, ce n'était pas son intention. Mais les mots qui n'ont pas été placés, là, ils devaient être. Les citoyens lambda qui ont mal interprété la chose aussi, est-ce que c'était pas, ils n'étaient pas en quelque sorte animés de mauvaise foi, qu'ils m'en excusent sur ce plateau? Ce que vous venez de dire, c'est important.
La population est animée de mauvaise foi. Le président de la République n'a pas de contrôle sur cette mauvaise foi de la population. Mais le président de la République a le contrôle sur les mots qu'il va dire. Voilà pourquoi j'ai parlé des champs de contrôle ici. Ils peuvent contrôler, ils peuvent essayer de voir quels sont les mots que je peux dire pendant cette période de crise, quels sont les mots que je ne dois pas dire. Mais les gens, ils ont une mauvaise foi, les gens sont méchants, les gens sont jaloux. Mais est-ce que vous pouvez contrôler ça? Est-ce que la jalousie, ça se voit à l'œil? La méchanceté, ça ne se voit pas? Mais peut-être ce sont les actes qu'on voit. Mais vous ne contrôlez pas ça. Ce que la population pense, vous n'avez pas de contrôle sur ça. Mais vous avez le contrôle sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez dire. Tout le monde est animé de cette volonté de réussir dans la vie. Ouais. Vous évoquez ce chapitre aussi dans l'ouvrage. Mais il se trouve qu'il y a des ennemis de la réussite. Quels sont ces ennemis-là? Voilà, les ennemis de la réussite, peut-être que je ne vais pas citer le nom d'un individu pour dire que Yacouba ou bien Oumar ou bien Seydou ou bien Alimatou, voilà, est contre. Non, voilà, les ennemis peuvent même pas être des êtres humains. Voilà, les ennemis de contre la réussite. Ici, quand vous regardez dans le chapitre, on parle aussi des deux E. Il y a les E1 et les E2. Les E1, ce sont les ennemis qui, lorsque vous entreprenez quelque chose, ce sont ces ennemis-là qui tentent quand même de vous ralentir, d'empêcher ce que vous voulez faire. C'est quoi ces ennemis? C'est le découragement, c'est la paresse, c'est cette mauvaise volonté de ne pas avancer, de ne pas avoir de plan. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des choses qui sont en vous-même, parce que vous ne contrôlez pas ce que les êtres humains peuvent penser de vous. Mais ça, ce sont ces ennemis que vous pouvez combattre. Et vous devez les combattre pour que vous puissiez aller loin. Pour moi, ce sont les ennemis du premier rang. Maintenant, les ennemis du deuxième rang que je cite, ce sont ceux, lorsque vous réussissez, quand je parle de la réussite, elle n'est pas forcément matérielle. Hein. Voilà, la réussite, ça peut être sur plusieurs plans. Le côté matériel fait partie, mais il y a d'autres aussi domaines, le savoir. La réussite est liée quand même à des objectifs que vous voulez atteindre. Lorsque vous atteignez quand même vos objectifs, on parle quand même, c'est une réussite à cela. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, pour nuire à ça, vous allez atteindre un certain niveau, que ce soit un titre, que ce soit de la richesse, que ce soit tout ce qui quand même peut vous faire valoir. Arrivé à ce moment, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que vous allez être animé souvent de l'orgueil. Vous allez être animé de ne pas faire du bien avec ce que vous avez. Vous allez être animé souvent d'une certaine, de vous vanter de ce que vous êtes ou bien de ce que vous avez. Est-ce que vous voyez? Mais si vous ne faites pas attention, c'est là où votre chute peut commencer. Parce que vous ne vivez pas pour vous seul. Il y a le monde tout ce monde qui est autour de vous. Donc vous vivez non seulement pour vous, mais pour vous, pour les autres aussi. C'est autour du monde, c'est avec le monde qu'on se vante, qu'on est orgueilleux. Mais quand vous allez dans la forêt, vous n'allez pas être orgueilleux là-bas avec les arbres de la forêt. Non, c'est avec les êtres humains. Maintenant, c'est de prendre en compte tous ces éléments-là. Maintenant, vous considérez aussi les autres à ne pas avoir un certain comportement. Ce sont des attitudes en fait. Si vous avez de mauvaises attitudes, vous allez faire en sorte que les gens quand même seront dessus de vous et votre réussite, vous allez voir qu'il peut y avoir quand même des échecs qui vont... C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous évoquez dans le même ouvrage les défis de l'opulence, voilà, l'orgueil. Oh, ouais. Ça renvoie à la même chose. Voilà, les défis... Mais comment est-ce qu'on... à partir du moment où c'est un défi, comment est-ce qu'on peut relever ces défis-là? Non, ce défi, pour moi, pour relever ce défi, c'est être conscient de quand même votre existence. Parce que pour moi, la vie, ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas vivre parce que les gens sont là. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Et vos objectifs que vous avez dans la vie vont vous dire, bon, si vous voulez les atteindre, ne faites pas ça. Si vous voulez les atteindre, faites ça. Et ce seront en quelque sorte des garde-fous que vous allez respecter. Donc j'utilise les garde-fous ici. Ça veut dire que tout être humain, vous avez des garde-fous. Ce n'est autre que, il y a des trucs qui sont là qui vous empêchent de faire quelque chose. Des garde-fous, ça peut être des principes sociaux, ça peut être des règles à respecter, ça peut être même au fond de vous. Si vous faites ça, ça va nuire à vous-même. Est-ce que donc si vous êtes un peu conscient de ça, et que vous savez que vous avez un titre, vous avez une certaine responsabilité sociale, vous avez une certaine richesse, est-ce que vous voyez, un certain niveau de considération au sein de la société. Donc en voulant protéger ça, ça va vous empêcher de faire certaines choses et vous devez les accepter. Donc pour ne pas aller sur ça, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut faire, parce que ça, vous contrôlez. Mais dans d'autres coins du monde, vous allez voir qu'il y a des règles sociales qui vont être établies, qui vont vous empêcher de faire quelque chose. Ce sera aussi une éducation pour vous, pour ne pas aller quand même à des comportements extrêmes. Est-ce que vous voyez? Quel est l'âge d'or de la jeunesse? L'âge d'or de la jeunesse,
Pour moi, l'âge d'or de la jeunesse, c'est le moment auquel, quand même, c'est le moment du combat. Voilà. Pour moi, quand je dis jeunesse, quand même, c'est sur le champ du combat. Et ce champ-là, ça doit être vers le premier combat à faire d'abord, c'est sur nous-mêmes, l'apprentissage. Il faut beaucoup apprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, les gens sont très découragés, ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas apprendre. On ne vous dit pas simplement d'acheter un livre, mais aujourd'hui, on a la technologie qui a évolué. On peut apprendre sur tous les plans. Est-ce que vous voyez? Donc, cet âge-là, l'un des combats, c'est la connaissance. Après la connaissance, il faut travailler. Est-ce que vous voyez? Donc, le travail et l'engagement aussi social. Et l'engagement aussi pour son pays. Autrement dit, quand on faillit à cela, c'est comme si on a trahi la jeunesse. Oui, c'est comme ça. Pour moi, je considère ça comme une trahison. Vous avez le titre dans le livre, des jeunes ne trahissons pas notre jeunesse. Cette trahison, ce n'est que cette force que nous avons, que ce soit la connaissance ou bien d'autres choses. On attend toujours des autres. Lorsque vous attendez toujours des autres, tracez-vous un plan, et ce plan, c'est notre que c'est la déception. Parce que les gens ne sont pas toujours là pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc les jeunes ne doivent pas toujours attendre quand même qu'on vienne les aider. Il faut toujours chaque fois imaginer des astuces, aller vers des champs où vous pouvez apprendre et continuer quand même à se battre sur le terrain. Parce que la jeunesse, là, on n'est pas jeune deux fois. Hein. À vous entendre, voilà. On a l'impression que quand même le chômage n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité pour moi, parce que j'en ai vécu. Ce n'est pas une fatalité. Voilà. Et je peux dire que le chômage a beaucoup contribué à la rédaction de ces livres. Parce que pendant des temps où quand même, parce que je le dis, pour moi, je dis que je ne faisais pas une activité pour avoir de l'argent. Voilà, mais quand même, ça m'a été, est-ce que je peux dire un mal nécessaire? Parce que le temps, il était là, mais je n'ai pas pris mon temps à aller me faire une tâche d'été quelque part, m'asseoir et parler, insulter les autorités, et voilà. Ainsi de suite, on ne me donne pas de l'emploi, on ne fait pas ceci. À un moment donné, c'est frustrant pour voir quelqu'un qui a fini ses études et tu es là, bon, toujours en train de vivre aux côtés de ses parents. Ça n'a jamais été quand même chose aisée. Voilà, chose aisée et chose que j'ai souhaité. Jamais. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce temps libre que j'avais, je l'ai consacré quand même à lire, à faire beaucoup de choses. Et ça m'a quand même, j'en ai profité quand même. Voilà. Si l'avis de l'autre compte, est-ce qu'il faut prendre tout ce que l'autre dit? Non, pas forcément. Si l'avis de l'autre compte, parce que souvent il y a des conseillers jaloux. Il y a des gens qui vous disent, bon, faites ça, c'est bon pour vous, mais en réalité, c'est bon pour eux-mêmes. Mais ils vous utilisent, ils vous manipulent pour que vous le fassiez. Voilà pourquoi il faut écouter les autres. Si quelqu'un vous conseille, il faut confronter ces conseils-là avec les idées que vous-même vous avez. C'est de les confronter. Quel est ce que vous gagnez dedans et quel est ce que vous perdez là-dedans. Voilà. Nous avons vu que dans l'ouvrage aussi, vous mettez en relief l'entraide et la solidarité. Oui, c'est extrêmement important. Quand je dis de ne pas attendre des autres, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'aider. Voilà. Il s'agit surtout d'aider les autres avec le peu qu'on a. Mais oui, tout le monde n'a pas ce sens de partage. Hein? Oui, tout le monde n'a pas ce sens de partage. Mais aider aussi, ce n'est pas forcément, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous voulez amener. Ce n'est pas simplement avec l'argent. La première aide, c'est la connaissance. Voilà. Si vous aidez quelqu'un avec la connaissance, vous l'orientez, ça permet à la personne d'être indépendante et ça permet à la personne de ne pas s'accrocher à vous. Mais si chaque jour, moi, je viens vous donner une telle somme, vous allez consommer ça et puis après, c'est fini. Vous serez ce qu'on appelle une personne quand même qui est dépendante. Là, ce n'est pas ça, il faut s'aider. Parce que vous ne savez pas tout, vous ne connaissez pas tout, et moi non plus, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout et je n'ai pas tout. Est-ce que vous voyez? Donc là, l'aide intervient, il faut s'aider. À un moment donné, c'est important que les gens s'aident. Une fois, lorsque les familles sont solidaires, les familles sont soudées, ça permet aux gens d'aller de loin. Est-ce que vous voyez? Donc il faut toujours s'aider parce qu'on ne sait jamais. La vie, à un moment donné, souvent il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc s'il y a des circonstances inattendues qui arrivent, donc les autres peuvent vous pousser pour vous aider et à résoudre pas mal de problèmes. Et à votre tour aussi, vous devez être redevable à ça. Hein. Que faut-il entendre par la théorie du double sens? Non, la théorie du double sens, ce n'est autre que souvent, avec tout ce que nous avons, nous sommes des individus. Aujourd'hui, nous pouvons fauter et demain aussi, on peut faire du bien. Est-ce que vous voyez? Donc, la théorie du double sens, ça veut dire que si vous voyez quelqu'un aujourd'hui tout le monde l'apprécie, il a de bonnes attitudes, il a un bon comportement. Si demain que vous apprenez que la personne a fait quelque chose à fauter, il ne faut pas vous étonner. C'est un être humain, ça peut arriver. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous comprenons ça, la personne qui t'a fait du bien aujourd'hui, cette même personne peut te faire du mal demain.
C'est un être humain, c'est un adulte et ça peut arriver. Voilà. Si aujourd'hui nous avons pas mal de déceptions, nous refusons à un moment donné de comprendre l'être humain dans sa création. Quand l'homme crée, Dieu a créé l'être humain. Il a créé avec beaucoup de choses, avec beaucoup de qualités, avec beaucoup de défauts. Maintenant, si nous ne tentons pas, essayons pas de comprendre l'homme dans sa création, ça fait que souvent nous tombons dans des erreurs. Donc il faudra accepter la personne comme telle et lui pardonner. Bon, pas forcément. Non, oui. Ça dépend des circonstances. Je ne dis pas que quelqu'un qui a fait des erreurs ou bien qui a fauté, il faut laisser la personne. Si vous laissez la société comme ça, c'est pas bien. Voilà pourquoi il y a la justice, la gendarmerie, la police est là. C'est pour que si vous ne contrôlez pas les êtres humains, à un moment donné, ils vont déraper et la société va aller dans des situations très dangereuses. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà. Mais il y a des circonstances qui sont là. C'est de comprendre que l'être humain, en fait, il est comme ça. Maintenant, si vous comprenez ça, c'est d'inventer maintenant des astuces, des stratégies, comment contrecarrer ça, comment combattre ça. Voilà. Et ça commence par soi-même. Ça commence par Voilà. soi-même. Quand vous parlez du paradis dans l'enfer, qu'est-ce que vous voulez exprimer à ce niveau-là? Le paradis dans l'enfer, c'est... Quand vous regardez un peu l'ouvrage, toutes les thématiques qui sont traitées là-dedans, il y a en grande partie sur les questions d'ordre social. Le paradis dans l'enfer, souvent, lorsque vous êtes dans la société et que vous avez une façon de voir qui est différente de ce que les autres pensent, vous allez être leur cible. On le voit aujourd'hui dans la famille, on le voit aujourd'hui dans les villages, on le voit aussi même au niveau du pays. Vous êtes dans un service, vous pensez que les choses doivent marcher comme ça. Or, il y a un comportement qui est au sein du service, que tout le monde le fait, personne ne parle. Or, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas bien. Mais lorsque vous tentez de voir ça autrement, vous ne venez pas aller sur ce champ-là, vous serez leur cible. Maintenant, pourquoi on parle du paradis dans l'enfer? Parce que vous avez compris que ça, il ne faut pas faire ça. Et ça, c'est vos côtés du paradis. Maintenant, c'est le combat. Le côté enfer, c'est le combat que vous devez mener. Est-ce que vous allez les suivre? Mais vous êtes un individu, vous avez la capacité, vous pouvez les faire changer d'avis. Il y a cette possibilité-là qui est là. Voilà pourquoi dans ce chapitre-là, on vous dit menez votre lutte jusqu'à la limite de votre possibilité. Tentez quand même de faire changer leur vision, de faire changer quand même cette attitude-là qu'ils ont, selon votre possibilité. À la limite, quand même, nul n'est tenu. Comme le dirait l'autre, à l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu. Donc, c'est aussi souvent dans la famille, c'est comme ça. Vous allez voir, les gens ils ont des comportements, des attitudes, mais vous n'êtes pas dans ce lot-là. Et directement, vous êtes quand même leur cible. Même votre papa peut être quand même quelqu'un qui va vous supplier, votre maman, les autres vont... Voilà. Maintenant, c'est vous dire maintenant, ce comportement-là que vous avez, à la longue, ça va vous apporter quelque chose. Vous dites, ne pas vous laisser aller dans ça. C'est un défi qui est devant vous. Ne vous laissez pas aller dans ça. Parce que le jour où tout va sera gâté ou bien sera basculé, les gens vont commencer à s'accuser, les gens vont commencer à se culpabiliser. Maintenant, si vous étiez quand même sur un champ de combat, peut-être que vous pouvez changer un peu les choses. Donc il ne faut pas être pessimiste et il ne faut pas se décourager. On ne peut pas faire ça. Un seul individu peut changer même tout un pays. Et il y a cette possibilité. Devant toute situation, toute difficulté, il faut être optimiste. Oui, moi je pense qu'il faut être optimiste. L'optimisme, pour moi, quand vous êtes optimiste, votre corps même et votre cœur, votre pensée même suit ça. Quoi. Voilà. Souvent, quand vous êtes pessimiste, ça vous décourage. Ça ne va pas réussir. Voilà, j'aurai des problèmes. Pour moi, un jeune, quand même, si on veut réussir dans la vie, il ne faut pas commencer nos calculs avec les problèmes. Est-ce que ça bloque la pensée. Parce que l'être humain, souvent, on a ce découragement-là de réfléchir. Et réfléchir, ça demande de l'effort. Maintenant, quand on commence d'abord avec des problèmes, moi, je pense que ça fait... Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi à visage humain? Bon, les ennemis à visage humain, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Les amis ou ceux qui font semblant de vous aider. Ceux qui font semblant de vous aider. En réalité, ils sont contre votre bonheur. Pourtant, ils sont nombreux aujourd'hui. Mais ils sont nombreux, mais on ne va pas se laisser dans leurs mains. On va pas se laisser. Et aujourd'hui, je peux dire que la manipulation, elle a atteint un niveau aujourd'hui tellement que c'est sophistiqué. Souvent, vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais vous raconter une histoire si ça. Allez-y. Voilà. C'est l'histoire d'une dame qui était fiancée à un monsieur qui était à l'extérieur et qui voulait la marier. Voilà. Donc, il y a sa tante. Vous savez, quand des questions de trucs, il y a les parents aussi qui se mêlent.
Et il y a la tante qui a dit à la demoiselle de dire au monsieur d'équiper sa chambre, d'acheter les gros salons bien équipés avec la télévision, tout ce qu'il faut pour faire ça. Et il dit à la dame, si le monsieur ne veut pas faire ça, il faut lui dire que tu n'es pas d'accord. Donc elle aussi, pour elle, c'est ma tante. Je ne vais pas réfléchir que ma tante va me donner de mauvais conseils. Est-ce que vous voyez? Donc, elle aussi, elle a suivi ce conseil-là. Elle a dit ça au monsieur. Le monsieur aussi, il a fait tout. Il a arrangé la chambre, il a tout fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit que puisque c'est ce que la dame veut, ce n'est pas un problème. Donc, lui, il va faire tout ça pour la dame et c'est fini. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son homme. C'est vrai qu'elle a pu avoir le matériel, voilà. Mais le monsieur, il est quand même resté homme. Hein? Voilà, mais lui, c'est ça. Il faut souvent, il y a certaines décisions qu'il faut prendre et qu'il faut les respecter. Et c'est des décisions qui sont personnelles. Voilà, c'est personnel. Et il y a pas mal de jeunes filles aujourd'hui qui sont dessus à cause de ça. Et souvent, pourquoi ça nous arrive? Parce que souvent, c'est un proche, un ami, un parent, une soeur. Vous ne vous attendez pas qu'il va vous donner de telles idées, mais finalement, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Par exemple, laquelle moi je dis aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant. Souvent, il y a des gens qui sont contre votre bonheur. Ils ne vont pas vous le dire, mais ils vont vous donner des conseils, des directives que vous allez suivre. Et en fin de compte, vous allez vous retrouver dans le problème. Même souvent au boulot, ça peut arriver. Quelqu'un il chuchote des trucs avec le patron ou bien il surmonte quelque chose contre vous et ensuite vous vous retrouvez dans les problèmes. Or, vous allez trouver que c'est avec cette même personne-là que vous êtes amis, vous lui dites des choses en secret. Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant. Il ne pas se laisser. Vous ne contrôlez pas ça, tout ce que nous sommes en train de dire là. Vous ne le contrôlez pas. Mais c'est votre vigilance que vous contrôlez. C'est sur ça que vous devez travailler. Vous mettez dans l'ouvrage en contiguïté l'amour et la haine. C'est deux concepts qui sont diamétralement opposés. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, en mettant en contiguïté ces deux concepts-là, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message, montrer au lecteur? Bon, l'amour et la haine, c'est juste un appel à la violence. J'ai dit, le degré auquel quelqu'un peut vous aimer, s'il arrive que la personne vous haïsse, soyez sûr que la personne va vous haïr à ce même degré-là. Est-ce que vous voyez? Donc, comme il y a un de mes enseignants qui le disait, l'amour et la haine, ce sont des voisins. Parce que si vous aimez quelqu'un, parce que en réalité, au moment où vous êtes tombé amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, vous voyez seulement les belles choses, la belle vie, voilà. On rêve, on fait de beaux rêves. Est-ce que vous voyez? Mais n'oubliez pas aussi qu'il y aura aussi des moments de difficulté. Il y aura aussi des moments où vous serez tenté quand même de vous lancer des mots qui ne sont pas bien. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette période-là, si ce moment arrive, si vous n'arrivez pas à contrôler ça et que ça va à l'extrême, vous allez détester la personne jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, il y a des périodes de difficultés qui vont arriver, mais il faut quand même souvent les gérer. Voilà. Donc, la façon dont vous pouvez aimer quelqu'un, vous pouvez détester la personne de cette manière-là, simplement parce que les comportements ont changé, les attitudes ont changé. Quand vous dites halte à la rancune, est-ce à dire que vous condamnez la rancune sous toutes ses formes? Je ne condamne pas la rancune en tant que telle, mais je condamne quand même le rancunier, parce que ça vous fait mal d'abord. Quand vous êtes rancunier, ça agit sur votre pensée. Quand vous détestez quelqu'un, vous êtes rancunier envers quelqu'un. Chaque fois que vous voyez la personne, votre cœur, on a l'impression qu'il y a un saignement qui est là. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est même pas bon pour vous. Ça, vous perdez du temps. Là. Moi, je considère ça. Donc, vous perdez du temps. C'est la même chose. Quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, chaque fois que vous voyez la personne, vous vous souvenez, il y a des mauvais souvenirs qui viennent, tout ça. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez en train de penser à... Mais ce n'est quand même pas facile de pardonner. Hein? Oui, mais rien n'est facile. Mais ce n'est pas facile de pardonner, c'est parce qu'on n'a pas conceptualisé la question du pardon. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que le pardon? Est-ce que nous connaissons d'abord? Est-ce que nous avons pris la peine de savoir lorsque nous pardonnons, quelle est l'importance de ça? Maintenant, si on n'est pas arrivé à ça, mais lorsque quelque chose nous arrive, nous ne voulons pas pardonner. Or, quand vous pardonnez, c'est bien pour la personne qui pardonne et la personne à qui aussi on a pardonné. Mais là aussi, il ne faut pas mélanger des choses. Hein, parce que lorsque vous me faites du mal, sachez que vous avez fait deux choses. Vous avez fait un mal, mon cœur a saigné, ça ne m'a pas plu. Mais peut-être que vous avez gâté mon véhicule, mais le pardon ne va pas gérer ça. Donc, il ne faut pas mélanger pardon et justice. On vous pardonne, mais la justice, il faut qu'elle soit rendue. Maintenant, si c'est à moi, maintenant, je décide, je dis, bon, c'est moi qui vais réparer mon véhicule, c'est moi qui vais réparer ma moto, et là, c'est fini. Mais le pardon, c'est quand même, c'est pour ne pas que je souffre au fond de moi-même.
voilà, je vous pardonne et vous me pardonnez. Mais la justice, quand même, il faut qu'elle soit rendue. Aujourd'hui, vous voyez, moi, je suis souvent au Mali, ici, souvent, il y a des gens qui commettent des actes après, dont on dit non, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais le mal qui a été fait, il faut réparer le mal aussi. Maintenant, et si le mal n'est pas réparé, le monsieur il va dire, bon, j'ai pardonné, mais son truc est toujours gâté. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut le ramener, il peut pardonner parce qu'il y a une pression sociale qui est là, bon, j'accepte tout ça. Mais il faut que nous comprenions cela. Nous ne confondons pas pardon aussi et la justice. Je pardonne, je te pardonne, mais il y a la justice aussi qu'il faut rendre. Quand vous parlez de la dépigmentation mentale. Est-ce que vous faites allusion à l'acculturation, en quelque sorte? Lorsque les gens vivent par procuration, vous voulez faire un document quelque part, vous voulez faire agir quelque part, vous ne partez pas, vous faites une procuration, vous donnez à quelqu'un pour le faire à votre place. Et il ne faut pas toujours que nous agissions dans ce sens-là. Il faut que toutes les pensées que nous avons viennent de nous-mêmes et que les autres qui arrivent quand même peuvent quand même contribuer à améliorer ça. Donc cette dépigmentation mentale, moi je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous n'aimez pas ce que vous êtes, vous n'aimez pas ce que vous avez, ou bien toutes les choses qui sont de votre nature et que ce sont les autres que vous valorisez, ce sont les autres quand même, vous voyez que tout est vert de l'autre côté. Moi, je pense que votre cerveau, quand même, votre mentalité est en train quand même de se dépigmenter. Pour moi, c'est l'être. Dieu a créé l'être humain. Nous avons tous une capacité quand même de penser, de réfléchir, quand même de faire changer les choses. Maintenant, lorsque vous refusez de réfléchir pour contribuer à la société, moi, je pense que vous avez failli à votre devoir. Donc, vous devez quand même contribuer à ça. Donc, si vous ne faites pas ça, vous vivez par procuration et vous êtes dépigmenté quand même. Voilà. Quand vous parlez des 3 types de maladies, quels sont ces 3 types de maladies? Les 3 types de maladies, il y a les maladies. Quand je parle de maladies, je parle de maladies parce que l'être humain, pour moi, on est composé à 3 niveaux. D'abord, il y a les niveaux, il y a la pensée. Ensuite aussi, vous avez le cœur qui est là, qui a trait quand même aux questions de motivation, questions d'engagement. Et aussi, vous avez aussi le corps. Mais tout commence par quoi d'abord? Nous pensons. Lorsque nous réfléchissons, on veut réaliser quelque chose. Ensuite, il y a cette motivation-là qui est créée au niveau du cœur pour dire il faut aller ou il ne faut pas aller. Et pour agir sur le terrain, maintenant, c'est le corps qui fait. Et le corps, vous avez quand même les pieds, vous avez la tête, vous avez quand même les bras et tout ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, souvent, il y a les maladies du corps qu'on voit le plus souvent. J'ai une plaie qui est là, il y a ma tête qui me fait mal ou bien j'ai mal aux pieds. Ça, vous allez à l'hôpital, ça c'est visible. Maintenant, l'autre maladie maintenant qui a trait quand même au cœur, ça, toute cette rancune-là, tout cet égoïsme-là, tous ces mauvais sentiments que vous avez en vous, pour moi, ce sont des maladies qui nous mettent en retard. Moi, je vous vois avec une belle voiture, je ne suis pas content, voilà la jalousie qui vient se pointer devant moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais si je ne comprends pas, je suis malade. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, l'autre chose aussi, au niveau aussi de la pensée aussi, c'est la même chose. Hein? Vous n'avez pas de très bonnes pensées, vous avez des pensées négatives, vous êtes pessimiste. Pour moi, c'est une maladie quand même qu'il faut combattre. Nous avons avec nous sur ce plateau le doyen Nano Damele. Bonjour Nano. Bonjour, tu m'as beaucoup. Merci de répondre à notre invitation également. Merci beaucoup. Vous avez en face de vous l'écrivain, notre jeune écrivain du jour, Yacouba Dao. Merci beaucoup, Tchemongo Konaté. Je n'ai pas lu entièrement le document, mais en le parcourant, je suis arrivé à la conviction que Yacouba Dao est un fin observateur quand même de l'environnement socio-politique de notre pays. Parce que tous les chapitres qui composent l'ouvrage traitent chacun d'un aspect de cet environnement social. N'est-ce pas, Yakou? Effectivement. Pour moi, je pense que c'est sur le point sur lequel vraiment il faut tabler. Parce que, comme on le dit, dans la société, on ne vit pas seul. Voilà. Donc, il faut avoir un regard quand même sur ces sociétés-là. Et si quand même on peut apporter quelque chose à ces sociétés, moi, je pense qu'il faut le faire. Quelque part dans le document, vous dites que le moi secret se conquiert et s'affirme à travers les défis qui se présentent à notre chemin de vie. Quelle explication vous donnez à ça? Cette explication, elle est très simple. Quand on parle du moi secret, je suis très content pour cette question. Le moi secret, cette création n'est autre qu'il faut valoriser sa personne. Et en valorisant sa personne, souvent vous avez des défis que vous allez rencontrer, des problèmes qu'il faut affronter. Et à travers ces problèmes-là, c'est vous qui allez découvrir que
peut-être que j'étais en train un peu de me minimiser. Oh, je suis capable d'aller de faire ça. Je suis capable d'atteindre ce niveau-là. Et à partir de là aussi, c'est vous, votre personnalité que vous allez former là. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez forger ça pour que vous puissiez quand même arriver à atteindre vos objectifs. C'est un peu ça, cette création du moi-là, mais qui ne se donne pas la peine pour dire que bon, il faut que les autres fassent ça pour moi. C'est vous qui allez, comme on le dit, l'homme est le boulanger de sa vie. Donc, c'est à nous quand même de créer toute cette atmosphère autour de nous pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, c'est ça ce à quoi quand même nous voulons arriver à travers quand même les mots que vous voulez citer. Aujourd'hui encore, la société est le reflet de la gestion du moi. Le moi se trouve aussi être le produit de la société. Mais aujourd'hui, Yacouba Dao, nous vivons dans une société quelque peu, sinon même totalement pervertie. Alors, qu'est-ce qui fait que nous soyons nous-mêmes? Vous avez parlé de la société, elle est pervertie. Chacun pense qu'il sait tout, chacun pense qu'il a le droit de faire ceci et cela. Maintenant, pour que nous puissions arriver à ça, moi je pense qu'il faut d'abord un peu de garde-fou. Parce qu'il y a le libertinage qui est là dans notre société. Il faut mettre frein à ça. Maintenant, qui est peut-être quand même le porteur de ce dossier? Pour moi, ce sont les pouvoirs publics maintenant. Parce que le pouvoir, il est important. Le pouvoir aujourd'hui a la justice dans sa main. Le pouvoir quand même a les forces armées dans sa main. Mais il faut savoir les exploiter. Il faut les exploiter. Avec qui aussi il faut le faire? Et moi, je pense que partant de là, tout ne va pas se résoudre quand même en une année ou bien en 2 ans, mais quand même, il y aura un début. Donc, il va falloir que ce pouvoir-là s'affirme et que ce pouvoir-là aussi ne soit pas dominé aussi par son moi faible. Parce qu'à un moment donné, comme Konaté l'a dit, quand le moi s'exprime aussi, le moi aussi, il ne s'oublie pas. Maintenant, en faisant ça, à un moment donné, vous êtes appelé à ne pas trop travailler avec votre moi faible. Qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça en faisant cela? Qu'est-ce que je vais gagner dans ça en faisant cela? Aujourd'hui, c'est souvent un peu des attitudes qui tuent beaucoup de nos projets. Lorsque on vous donne un dossier sur lequel vous devez travailler, vous réfléchissez, qu'est-ce que je gagne dedans, qu'est-ce que je gagne dedans? Et ça, c'est le moins faible qui vous amène à faire ça. Donc, si on arrive à gérer ça, moi je pense qu'il y aura un début de solution et les Maliens vont s'affirmer comme il le faut et leurs intérêts vont s'affirmer. Très bien. Voilà. La transition est toute trouvée pour m'amener à la dernière question. Dans les 17 conseils que vous donnez, au 12e conseil, vous dites que on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi, que ce n'est pas toujours vrai, surtout dans un monde où l'argent prime. Alors, l'argent et le moi, quel est le rapport? Il y a un rapport avec l'argent et le moi. Quand on me dépose, je ne sais pas, 2 millions ou 3 millions de mamans aujourd'hui, on me dit de ne pas toucher à ça, mais ça ne m'appartient pas. Maintenant, je dois faire recours à quoi? Ou à qui? C'est à mon moi. Est-ce que, est-ce que moi je dois toucher cette somme-là? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Maintenant, si vous ne vous posez pas ces questions-là, parce que ça ne vous revient pas, on vous a donné de gérer ça, on vous a donné de donner ça à d'autres personnes. Maintenant, si vous ne posez pas ces questions-là, ça veut dire que vous avez oublié aussi l'autre. Vous avez oublié aussi qu'il y a des gens dans la nature qui ont besoin de ça. Vous avez oublié aussi que dans notre société, nous ne vivons pas seuls. Donc, il ne faut pas que vous oubliez ça. Si vous pensez que ce qu'on vous a confié, qu'il y a des êtres humains comme vous qui ont besoin de ça et que vous êtes en train de faire votre travail, si cela est conceptualisé en vous, votre moi va primer et vous n'allez pas toucher à ça. C'est parce que le moi il est trop faible dans notre pays. Voilà pourquoi on se permet et on ne valorise pas aussi l'autre personne. On pense que l'autre il n'est rien. Donc finalement, nous, on se met à faire certaines choses. Donc aujourd'hui, vous avez dit, lorsque l'argent prime, on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et lorsque l'argent prime, et ce n'est pas toujours vrai, moi je ne dirais pas le contraire chez nous dans notre pays aujourd'hui. L'argent, c'est l'argent qui prime. Et on voit comment est-ce que les lois sont considérées dans notre pays. Lorsque l'argent est au-dessus de tout, il faut savoir que la loi aussi va se plier sur ça. Et finalement, on va avoir la dégradation de la société. Merci à vous, Nano Damele. Merci à notre invité du jour, le jeune écrivain Yacouba Dao. Merci. Merci à nos chers téléspectateurs. Et merci également à la grosse équipe de production conduite par Moussa Kader Koulibaly. Bonne suite de programmes sur la 2e chaîne de télévision de l'ERTM.